En fait, le contexte de cet ouvrage est triple. Le premier, d'abord, c'est que j'ai été arrêté après avoir fait le tour de la zone anglophone. J'ai été arrêté le 6 décembre 2017 et puis j'ai passé 21 jours en prison. À Yaoundé, en Kondengi, et puis avant ça à la PJ, donc au total 21 jours, et puis j'ai été expulsé. Dans mon arrestation, durant l'interrogatoire, il y a beaucoup de... En fait, toutes les questions ne revenaient que autour de la question anglophone. Et chacun voulait savoir pourquoi est-ce que je suis allé dans la zone anglophone, surtout que la cause immédiate de mon arrestation, c'était un article que j'avais publié avant d'être pris, où je décrivais plus ou moins ce que j'avais fait dans la zone anglophone. Donc, à ma sortie, il m'a semblé nécessaire déjà de mettre à la disposition des gens cet article-là, mais aussi les textes que j'avais écrits en prison. Cependant, là, c'est la première raison. La deuxième raison, lorsque j'étais en prison, je me suis rendu compte que beaucoup de gens racontaient du n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens qui, en fait, ne me connaissaient pas, ne m'avaient jamais lu, avaient toujours regardé ce que j'ai fait avec mépris, sinon avec distance, se permettaient de mettre des jugements sur ce que je fais et sur ma manière de penser. Et donc, j'ai voulu faire un compendium de ma prise de position sur la question anglophone depuis à peu près 2000. Parce que j'ai toujours publié ce que je pensais dans la presse au Cameroun et puis évidemment dans les réseaux sociaux et enfin à l'étranger. Donc, je voulais faire un livre qui résume tout ça pour que chacun puisse voir la continuité de ce que je pense et de ce qui a fait que j'aille en prison. C'est-à-dire, en fait, comprendre le sens de mon engagement pour la cause anglophone. Oui. Et enfin, la troisième raison, c'est que j'ai voulu poser un acte qui me permette, à ma sortie de prison, d'avoir quelque chose en main pour m'adresser aux francophones parce que je faisais le tour des associations anglophones pour lever des fonds pour eux. Donc, je voulais avoir un livre en main qui puisse résumer pour chacun comment je pense et ce que je pense, afin que chacun puisse plus ou moins savoir et aussi lever des fonds pour aider les anglophones, les réfugiés, etc. Voilà les trois raisons pour lesquelles j'ai publié ce livre. Oui. Parce que lorsqu'on est né au Cameroun, avec les années 70, on a grandi sans s'en rendre compte durant une période, et ce n'est pas encore fini, dans un régime qui ne vit que de la peur. Et donc, lorsqu'on se rend compte de ça, c'est un peu comme lorsqu'on se rend compte que le chien aboie, pas parce qu'il veut vous aboyer, mais parce qu'il veut vous parler. Alors, lorsqu'on se rend compte que le chien aboie parce que c'est sa manière de parler, on n'a plus peur du chien. Donc, on peut commencer à lui parler, s'amuser avec lui, etc., quel que soit le chien. Oui. Donc, de même avec la vie publique, au début, on grandit avec la peur, et surtout lorsqu'on est comme moi, Bamileke, on grandit avec la peur de la chose politique. Et donc finalement, il faut rompre cette peur-là, ce qui crée la seconde naissance. Et donc, avec l'activisme, automatiquement, je pense que c'est lié à mes années d'étudiant. Je suis allé à l'université Yaoundé lorsque il fallait être activiste, soit de gauche ou de droite. Donc, il n'y avait pas d'option. On était activiste. Donc, ne pas être activiste, c'était vraiment être... Et vous étiez le matricule 88. Soit de droite, soit de gauche. Moi, j'étais de gauche. Et vous étiez le matricule 88. Donc, vous avez été célèbre à travers ce matricule, le matricule 88. Voilà. C'est-à-dire que j'étais parlementaire. Et donc, en conséquence, je ne pouvais pas me retirer du débat social qui avait lieu durant les années de braise. Et donc, je dirais, c'est avec ça qu'est née ma vie d'activiste. Avant, j'écrivais, j'ai publié, j'ai eu des prix littéraires. Et ensuite, j'ai arrêté d'écrire. Mais donc, en 1995, j'ai recommencé à écrire justement sur l'impulsion politique. Et donc, ça fait que pour moi, l'écriture et la politique, les deux sont liés. Et je pense que c'est une manière, en fait, de découvrir chaque fois de nouveaux chapitres de la politique. Et de pousser un peu plus la barrière de ce qui est possible afin que les gens comprennent que notre vie est très courte. Vraiment, il n'a de sens que si on la dédie à une cause, et cette cause-là devrait nécessairement être la libération de son prochain. Okay. Je voudrais quand même dire que les Camerounais qui posent cette question d'habitude, c'est par mauvaise foi. Mais aussi, cette question peut être prise au sérieux. Parce qu'il faut un jour demander quand même aux intellectuels ce qu'ils ont déjà fait. Et donc, pendant de nombreuses années, j'ai créé un mouvement Génération Change avec lequel j'ai mobilisé les Camerounais afin que l'on balaye des rues, afin que l'on construise des ponts, afin que l'on s'occupe de son environnement, afin que l'on fasse en fait quelque chose de concret pour son prochain. Et donc nous avons balayé des rues, enlevé des poubelles, découpé des arbres, etc., planté des arbres, etc. Bon, vous voyez, lorsque vous voyez ce que les politiciens font maintenant, là, c'est-à-dire c'est ça qu'ils font.
dans la rue, on appelait ça travailler dans le Ouattaroute. Avec ça, nous avons construit quand même de nombreux ponts. Nous avons construit des bâtiments d'une école, etc. Et n'avais-je pas été expulsé du Cameroun que nous aurions continué de faire ce travail. Donc, lorsque les Camerounais disent « Qu'est-ce que vous avez fait de concret ?» c'est en fait ce qu'ils veulent dire. Et je crois qu'un écrivain et un intellectuel ne devrait pas fuir, ne devrait pas esquiver cette question-là parce qu'elle est concrète. Oui. Les gens ont des besoins concrets qui sont, ils veulent manger, ils veulent aller à l'école, ils veulent envoyer les enfants à l'école, ils veulent avoir une assurance maladie, ils veulent, n'est-ce pas, que l'environnement soit propre, ils veulent avoir des soins de santé. Et donc, il faut que l'intellectuel puisse aussi répondre à ce genre de questions. Donc, on ne peut pas les fuir. Et moi, je ne les ai jamais fuis. Et donc, quiconque pose cette question-là, je lui dirais, va à Yaoundé, va par exemple à Biémassiva en Siméon, et demande qui est Patrice Ngana et ce que Patrice Ngana a fait. On va lui dire. Va à Madagascar, demande qui est Patrice Ngana, on va lui dire ce que j'ai fait. Et ainsi de suite. Donc, je ne parle même pas des dons aux hôpitaux ou bien élever des enfants, des choses comme ça qui sont tout à fait naturelles, sinon, voilà, qui font partie en fait de mon sacerdoce personnel. Ok, prof, les recours donc maintenant que vous avez fait au Cameroun, au niveau du Parlement camerounais, est-ce que cela a été bien reçu par le gouvernement? Bon, du moins, ça a déjà, il fallait beaucoup de courage pour le faire, hein, parce qu'avant, les gens déposaient plutôt des recours à l'étranger. Et donc, moi, je n'ai jamais, j'ai toujours estimé que ce n'est pas à l'étranger qu'il fallait poser des actions significatives pour faire changer la balance, c'est au pays lui-même. Et donc, je suis allé au pays, j'ai déposé une plainte pour trahison contre Paul Biya à la Cour suprême. La plainte est toujours là. Mais avant la plainte, j'ai fait déposer par le STF à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour lever l'immunité présidentielle de Biya. Et la presse en avait parlé, ça fait la une de tous les journaux, là. Les deux. Et d'ailleurs, que j'avais été arrêté. Et donc, lorsque les policiers m'interrogeaient, je leur ai dit que ils arrivent très tard parce qu'ils auraient dû m'arrêter lorsqu'ils avaient déposé cette plainte-là. Ils ne l'ont pas fait. Et même parce qu'ils ne savaient pas. C'est-à-dire que ils étaient pratiquement oubliés de ce qui se passe alors que c'était publié dans les journaux partout. C'est là où je me suis rendu compte que les journaux n'ont pas l'influence qu'on leur donne. Mais bien au contraire, ces mêmes policiers, ils m'ont félicité pour le travail que j'avais fait dans les quartiers, c'est-à-dire à Madagascar, etc. Ils m'ont dit félicitations pour ça, parce que là, ils étaient au courant. Mais je voudrais quand même dire que les Camerounais, parce que les Camerounais ont toujours eu peur de la politique, les Camerounais n'ont pas développé un langage politique qui ne soit pas un langage de la peur. Donc, il est bien difficile au Camerounais normal de parler de la politique sans finalement le faire de manière hystérique, c'est-à-dire en ayant peur. Ce qui fait que je décris, par exemple, l'environnement national chez nous, se fait toujours dans une ambiance d'insulte. Si on dit, par exemple, à quelqu'un que tu es bamileke, c'est comme si c'est une insulte, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on dit à quelqu'un que tu es noir aux États-Unis, ce n'est pas une insulte, c'est une description. Alors, lorsque quelqu'un dit je suis latino, lorsqu'il dit je suis juif, c'est une description. Et lorsque quelqu'un lui dit que tu es latino, ici c'est une description. Mais au Cameroun, lorsqu'on dit que tu es bamileke, c'est une insulte. Mais ce que je veux dire, c'est que à cause du fait qu'on n'est pas suffisamment analysé notre politique de manière réaliste, on a peur de décrire notre réalité. Et or, la réalité veut qu'au Cameroun, depuis 1983, spécifiquement en 1983, la scène publique se soit divisée en quatre groupes, je dis bien quatre. Le premier groupe, ce sont les nordistes, ceux qu'on appelle les Magida, les Wadjaks, etc., si on veut. Et il y a le second groupe, on peut dire, ce sont les anglophones, ce sont des groupes politiques, ce sont des groupes politiques. Ce sont des groupes qui sont comme les partis politiques, donc ce sont des groupes. Et il y a le troisième groupe, ce sont ce qu'on appelle souvent les Bétis. Au cœur des Bétis, bien sûr, ceux qui ont le pouvoir sont les Boulous, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, parmi les nordistes, il y a aussi les Mundang, etc. Donc, ou bien il y a les peuples qui ont le pouvoir, qui ont eu pendant longtemps le pouvoir politique, n'est-ce pas? Et il y a les Bamileke, donc les Bamileke, vous allez bien. On est quand même d'accord que les Bafia, par exemple, les Bamoun, les Sawa sont des groupes transitoires. Ce sont des groupes qui se retrouvent dans l'un ou dans l'autre. Mais le Cameroun se retrouve dans ces quatre groupes-là. Il y a un groupe qui a le pouvoir. Et ce groupe-là, ce sont les Bétis et spécifiquement les Boulous. Et
Les boules peuvent avoir des alliances politiques avec des personnes ou bien avec des groupes. Ils ont des alliances politiques ils ont une alliance politique avec les Ewondo. On le sait. Ils ont une alliance politique claire avec les Ewondo. Donc c'est une alliance politique. Mais ils peuvent aussi avoir des alliances politiques avec des personnes, comme par exemple Momo, ou bien Niat, ou bien je ne sais pas trop qui, Issa Tirouma, des gens comme ça, et qui ne représentent rien dans leur localité, rien du tout. Parce que s'il y avait une élection vraiment démocratique, Niat n'aurait même pas 0% de voix. Donc avec ça, ce n'est qu'une alliance politique qu'il a forgée avec les boules. Le dit, ce n'est pas insulter qui que ce soit. C'est bien au contraire décrire la réalité politique du Cameroun et les Camerounais n'ont pas encore l'habitude de le faire. C'est ça le seul problème. Mais les Camerounais devraient s'habituer à pouvoir décrire la réalité politique du Cameroun. Ok. Vous, en tant que professeur d'université, il y a certainement des étudiants camerounais dans les universités que vous enseignez. Je rappelle que vous avez enseigné près de 8 ans en Allemagne. Quelle est la façon dont les étudiants camerounais vivent ça au quotidien, la situation du Cameroun et le combat que vous menez? Bon, j'aimerais préciser que je n'ai jamais enseigné des étudiants camerounais, sauf peut-être 2 fois. Je n'ai eu 2 étudiants camerounais pendant 20 ans. Donc, moi, j'enseigne les étudiants camerounais, j'enseigne les étudiants américains maintenant avant les étudiants allemands. Donc, en 20 ans, j'ai eu 2 étudiants camerounais en Allemagne et puis aux États-Unis. En fait, en Allemagne, je n'ai jamais eu d'étudiants camerounais. C'est aux États-Unis que j'ai eu 2. Cette année-ci, j'ai un étudiant qui est anglophone. Il y a quelques années, j'avais un étudiant francophone qui sont passés par la Corée avant de venir dans mon université. Donc, c'est un schéma un peu complexe. Oui. Oui. Maintenant, pour mes étudiants, il faut savoir que lorsque j'ai été arrêté, mes étudiants ont écrit des pétitions extraordinaires pour ma libération. Parce que j'étais affilié à 2 universités. J'étais affilié à mon université qui est Stony Brook University et Princeton University. Donc, toutes mes universités m'ont défendu comme il n'est pas possible parce que je suis arrivé. Même maintenant, lorsque j'entre dans les classes, beaucoup d'étudiants me connaissent. Donc, justement parce qu'ils sont engagés totalement pour ma libération. Il faut peut-être préciser que l'étudiant américain a logiquement une tendance dans l'activisme. C'est-à-dire que l'étudiant américain sait que son environnement est fabriqué par lui. Et donc, il n'y a aucune raison que quelque chose se passe qui ne l'implique pas du tout. Alors que l'étudiant camerounais, d'habitude, est là pour les notes. Donc, son environnement ne le concerne pas. Donc, ça fait que si au Cameroun, il y a par exemple une certaine, un silence devant le fait que des professeurs d'université, comme par exemple Kamto, comme par exemple Foguet, etc., ont été arrêtés, les étudiants, on ne les voit pas du tout. Alors qu'ils sont professeurs d'université. S'il y a ce genre de silence-là, avec moi, c'était l'inverse parce que tous mes étudiants étaient dehors. Et vraiment, mes étudiants gradués, c'est-à-dire de maîtrise et de doctorat, c'était alors grave parce que c'est eux qui menaient les hostilités pour ma libération. C'est ça, c'est ce genre de choses-là qui ont... Et même, j'irais plus loin, ma propre fille, son école, c'est entièrement levée pour ma libération. C'est ce genre de choses-là qu'il est important de souligner pour dire la différence qu'il y a entre, d'une part, les étudiants occidentaux et les étudiants camerounais. Est-ce qu'il est possible, vous avez certainement vu ce qui se passe au niveau de l'Europe en ce qui concerne les groupes de l'Europe, les groupes camerounais de l'Europe qui tentent de défendre aussi la libération du professeur Kamto au Cameroun et la restauration d'une quelconque démocratie au Cameroun. Est-ce que vous croyez qu'il y a une démarche à faire pour les jeunes d'ici d'entrer en contact avec les Camerounais qui sont par exemple dans les universités? Moi, je pense que c'est même essentiel. C'est pourquoi moi, je suis professeur d'université, je travaille avec tout le monde. En fait, les gens devraient être surpris de se rendre compte que je suis l'un des rares professeurs d'université à le faire. C'est-à-dire qu'ils soient en même temps dans la boue, qu'ils soient dans les meetings, qu'ils soient ici en train de faire ça avec les ambazoniens, avec la basse, n'est-ce pas, en train de porter des t-shirts, de vendre des t-shirts, de faire des télévisions, des choses comme ça. Et il n'y a pas beaucoup d'universités, en fait, je ne connais pas moi-même d'autres professeurs d'université qui fassent ça. Je pense que je suis en train de donner certaines leçons aux gens, une leçon de civisme. Oui. Et c'est que les gens devraient comprendre que le diplôme, ce n'est rien du tout, ce n'est au bien-être collectif. Le diplôme, en fait, ne permet même pas d'avoir une bonne vie. Parce que s'il faut avoir une bonne vie, autant faire le football, avec ça. Et on n'a pas de diplôme. Dans le diplôme, vraiment, on peut s'en passer pour avoir de l'argent. Mais le diplôme permet de comprendre la structure de son environnement et donc d'y agir de manière intelligente. Donc, ce que je fais, c'est de montrer aux gens qu'un professeur d'université ne s'exprime pas seulement dans un amphithéâtre, au contraire, qu'un professeur d'université a tout l'espace de la République qui est son espace de parole et d'action.
Donc, que des étudiants, par exemple, avec des travailleurs, etc., c'est ce que je fais. Et moi, je pense que c'est ce que j'encourage d'ailleurs. Moi, j'ai travaillé avec des prisons avant d'aller moi-même en prison. J'ai parcouru tellement de prisons en Afrique pour voir comment les prisonniers sont et pour pouvoir les aider. Et donc, je pense que c'est un peu ça que moi, je peux enseigner aux gens. Donc, par exemple, il y a une question qui me vient là encore d'un téléspectateur, de Gaston Chocoté, qui demande en fait quelle est comment est-ce que vous interprétez la situation, le conflit de leadership par exemple qui se passe du côté du mouvement de la base, qui mène le même combat que vous menez actuellement, mais du côté de la France et de l'Europe en général. Oui, bon, en fait, moi, je ne suis pas tellement les conflits de leadership. Mais je pense que il faut peut-être se décrisper un peu. Toutes les fois où il y a des jeunes, c'est bien qu'il y ait conflit de leadership parce que dans une situation où il n'y a pas d'élection, c'est l'élection en fait qui tranche la question de leadership de manière pacifique. N'est-ce pas? Là, on tranche, on sait que telle personne a eu 52% de voix, une autre personne a eu 48% de voix, et donc il y a un leader, c'est lui qui a eu. Et là, c'est une modalité pour trancher le conflit de leadership. Toutes les fois où il y a des jeunes, il y aura conflit de leadership parce qu'il y aura des gens qui voudront diriger les autres. C'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. Il faut déjà s'habituer à ça. Okay. Donc, dans une situation, évidemment, où il n'y a pas d'élection, ce conflit devient verbal, ce conflit devient violent parce qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection dans la base, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait normal que le conflit de leadership devienne une affaire de verbe parce que la base, je crois, s'exprime beaucoup plus par le verbe. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, hein? Okay. Parce que ça montre le dynamisme qui existe dans une organisation. Imaginez-vous qu'il y avait une organisation avec des gens qui n'ont pas d'ambition. Le conflit de leadership vient du fait qu'il y a des gens qui ont des ambitions. Et c'est bien que des gens ont des ambitions. Mais il faut bien qu'ils se cognent les têtes. Donc, s'ils se cognent les têtes, on découvre celui qui a beaucoup plus de capacités que l'autre. C'est cette personne-là qui devient le leader. Okay. Avant, le conflit de leadership se résolvait par le duel, hein? C'est-à-dire, à l'ancienne, quoi. Ah oui, par le duel, et puis c'est fini, là. Maintenant, un peu d'engueulade, c'est pas mauvais, hein? Non, je pense que les élections arrivent d'habitude dans un moment de gouvernement, de gouvernement pacifique. Dans un moment révolutionnaire, il ne peut pas y avoir d'élection, c'est impossible, là. Oui. À un moment révolutionnaire, il ne peut pas y avoir d'élection. C'est comme si on demandait au MRC d'avoir des élections pour avoir notre candidat que Maurice Kamto. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, oui. Hein? Non, ce ne serait pas sérieux si on demandait maintenant là, au MRC, bon, l'élection de 2018 là est finie, et on des primaires, et puis comme Kamto est en prison, là, faisons des élections, et puis on nous trouve un autre président. Oui. Ce ne serait pas sérieux. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un activiste d'habitude, c'est un adulte. Un adulte a soit une copine, une femme, une famille, des enfants, etc. Imaginez donc Kamto arrêté, ça veut dire que c'est sa femme qui s'occupe de sa famille. Donc, c'est la même chose, hein? Alain Foguet, etc. Jamel, vous pouvez descendre, c'est 160 familles là, qui sont abandonnées par le mari. Donc, ce sont des femmes, ces familles, en fait, ces femmes-là qui sont en prison ont sans doute des enfants aussi. Ouais. Et qui s'occupent de ces enfants? Hein? Donc, c'est un problème très concret qui veut que dans une association puisse voir le sens social. Et puis, parce que si, par exemple, on ne s'occupe pas de ces familles-là, lorsqu'elles vont sortir, la grande famille va dire à la personne qui a été arrêtée, eh bien, tu vois, le MSN s'est occupé de personne là, hein, parce que ce sont des bandits, et donc l'engagement sera fini. Ça veut donc dire que pour pouvoir structurer le courage, il faut aider ces familles-là qui ont été abandonnées. C'est pourquoi le programme DOKI a été créé pour venir en aide, n'est-ce pas, de femme en femme, de manière au pair, aux familles qui sont dans le besoin parce qu'un de leurs membres a été emprisonné. Donc, ces familles-là gèrent le nom de tous ceux qui sont arrêtés, hein. Ils gèrent le nom des familles qui sont dans le besoin. Et je ne le fais pas seul. Nous ne le faisons pas seul d'ailleurs. C'est-à-dire, lorsque je dis nous, je suis en train de dire moi, Patrice Canal d'abord. Lorsque je dis nous, je dis la campagne Je suis Kamto, espace infrastructure, mais à l'intérieur de celle-ci, le programme DOKI. Mais aussi nous, c'est avec le MRC, c'est-à-dire que le MRC choisit lui-même 2 familles, nous envoie les noms de ces familles-là et donc nous donnons ces noms-là à la personne de la diaspora qui aimerait sponsoriser ces familles-là. Et la personne choisit une personne, choisit une famille. Donc c'est comme ça que ça se passe. Actuellement, ça marche très bien, hein, parce que ça dit, ce sont des aides ponctuelles, ce pas des aides
infini là, hein, c'est des aides ponctuelles, c'est-à-dire regarder un peu ce qui se passe, poser un acte de bien, et voilà, c'est comme ça. Donc, c'est le système opère des gens de la diaspora qui aident des familles, des gens qui sont incarcérés au Cameroun. Ok, super. Donc, il y a une question qui revient tout le temps, qui revient tout le temps. Est-ce que Monsieur Patrice Ghanan peut accepter sur lui le rôle de leader de la révolution? Moi, je travaille déjà suffisamment, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut déjà savoir que le leadership ne se donne pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il s'arrange, il s'impose. Et donc, avec le travail que je fais, je crois que je suis clairement un des leaders de la révolution. Je n'ai pas besoin encore de le demander. Ok, Il y a très peu de choses qui se feraient sans moi. Là, c'est vraiment évident, n'est-ce pas? oui. Mais le plus important, ce n'est pas nécessairement que j'ai un poste bien connu et puis visible par tout le monde. Le plus important, c'est que Maurice Kamto et la centaine de prisonniers avec lesquels il est en prison soient libérés et que Biya soit chassé et que le Cameroun soit libéré. Donc, ce sont ces choses-là qui sont les plus importantes et beaucoup moins importantes, c'est de savoir quel est le leader. Ok. Maintenant, il y a une dernière question que je vais prendre là chez les téléspectateurs, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une stratégie vraiment établie pour faire que les Camerounais du Cameroun réussissent à nous suivre dans le combat sans toutefois avoir cette peur dont vous avez parlé quand vous avez pris la parole? Aucune stratégie n'est gagnante avant qu'elle ne produise un succès ou bien un résultat. Et lorsqu'elle produit un résultat, tout le monde veut copier la stratégie là et la copie ne marche pas toujours. Donc on ne sait pas, on essaie tout ce qu'on peut, on essaie tout ce qu'on a. Moi, j'ai une infrastructure également au Cameroun, j'ai été expulsé, mais j'ai des activistes qui sont sur le terrain, qui sont actifs, qui essaient de mobiliser des gens. Alors, il faut savoir que c'est difficile de mobiliser lorsque quelques gens, pour avoir seulement balayé la rue, sont jetés en prison. Donc, il faut savoir que c'est difficile à mobiliser lorsque, au Cameroun, une association de plus de 2 personnes est interdite. Plus de 2 personnes, c'est que c'est le mari et la femme, et c'est tout. Lorsque vous êtes 3, déjà, il vous faut une autorisation sous-préfectorale. Je dis vraiment une autorisation parce que sinon, on va vous arrêter. Donc, vous voyez, avec ça, c'est très difficile de mobiliser des gens. Et même les stratégies aussi, c'est un peu que balayer les rues, le water road, etc. devient de plus en plus dangereuse parce que automatiquement, on arrête ceux qui sont en train de balayer les rues et quand ils sont du MRC. Et le RDPC est en train d'occuper cet espace en train de balayer les rues aussi. Donc, c'est un peu difficile à dire. Cependant, on essaye tout ce qu'on a, on essaie tout ce qu'on peut. Mais le plus important, c'est de garder l'humour. Hein. Il s'agit de le faire avec beaucoup de joie. Et donc, lorsqu'on le fait avec beaucoup de joie, les gens viennent vous joindre. Hein. Mais si vous le faites en étant fâché, personne ne viendra. Faut-il le faire avec beaucoup de joie pour que les gens comprennent que vraiment, il n'y a pas de peur là. Ok. Ok. Il y a une phrase que vous avez dite un jour au cours d'une interview que vous avez accordée à un confrère. Vous avez dit que Elecam est une officine privée. Je crois que c'est important que vous reveniez dessus parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui nous disent, au lieu de faire le combat que vous menez, allez vous inscrire sur les listes électorales ou bien amener les frères Camerounais à aller sur les listes électorales. Est-ce que je crois qu'en expliquant cette phrase-là, les frères ici comprendraient mieux les raisons pour lesquelles cela ne vaut pas la peine peut-être? Mais en fait, les gens sont inscrits sur les listes électorales, ça n'a rien donné. Il y a eu beaucoup moins. Il y a eu beaucoup moins. Le plus intéressant, c'est que la coupe démographique veut que la liste électorale ne fasse commenter. Il y a eu curieusement beaucoup moins d'inscrits en 2018 qu'il y en a eu en 2011. Et malgré ça, Biya est toujours au pouvoir. Donc, s'inscrire bien ou ne pas s'inscrire sur la liste électorale, ce n'est vraiment pas ça le sujet. Le plus important, moi, je pense juste, c'est de mobiliser les gens, de les mettre dans la rue pour pouvoir chasser Biya. Avec ça, le reste se répète tant vraiment parce que lorsque Biya sera chassé, on va organiser de vraies élections au Cameroun et puis on aura le président que nous méritons. Qu'il soit bon ou mauvais, mais ce sera le président qui aura été élu par les Camerounais. Ok. Mais prof, il y a une petite remarque que j'ai pu faire ces derniers temps qu'on a pu faire dans l'atmosphère camerounaise, c'est que le livre du professeur Maurice Kamto disparaît subitement du marché. N'est-ce pas là une ingérence, d'après la question que me pose Edmond Hilaire, n'est-ce pas là le signe d'une ingérence de l'étranger vis-à-vis de l'éducation camerounaise, de la sensibilisation? Non, c'est pas grave, si ça disparaît des rayons, mais on imprime encore des copies et on les remet. Parce que je suis sûr que quelqu'un est en train d'acheter toutes ces copies. Quelqu'un achète toutes ces copies.
Voilà, donc ça veut dire que Maurice Kamto pourra devenir riche lorsqu'il va sortir de prison. Parce qu'on imprime et puis c'est très simple. C'est l'ancien système de la librairie, Oui. n'est-ce pas? Donc on imprime tout simplement et on remet sur les rayons. Et la personne vient encore acheter et on imprime encore. Ok, intéressant. Intéressant, prof. Donc, bon, merci encore, hein, prof. À moins que vous ayez quelque chose à dire je laisse toujours 3 minutes ou 4 minutes à l'invité spécial, comme ça, pour aller sur un thème que lui-même choisit, pour informer les gens ou bien renseigner les gens. Non, non, je n'ai en fait rien de spécial à dire, hein, mais tout simplement encourager les gens à agir. Hein. Mhm. Personne ne va libérer le Cameroun à notre place, hein, on ne va pas libérer le Cameroun en bavardant. Il faut agir, il faut agir. Et c'est vraiment fondamental d'agir. C'est la seule chose que je peux dire. Prenez votre courage entre vos mains, agissez, faites quelque chose. Par exemple, avec Génération Change, déjà même soutenir ça financièrement, c'est essentiel parce que sans le soutien financier, ça ne vivrait pas. Vous pouvez acheter les casquettes comme celle-ci que je porte, les t-shirts comme celui-ci que je porte, ça permet de financer justement l'action politique. Mhm. N'est-ce pas? Je reviens de la banque là parce que j'étais allé prendre l'argent pour envoyer aux prisonniers. Des choses comme ça, c'est l'argent qui a été levé par tout le monde, n'est-ce pas? Donc, je suis là en plein activisme pour le Cameroun. Hein? Donc, mais agissez, hein? Donc, si vous pouvez... Je profite pour rappeler à ceux qui nous suivent que les accessoires sont disponibles en ligne. Je leur ai montré comment l'application fonctionne à partir du téléphone et à partir d'ordinateur. Je vous ai aussi dit que le matériel, donc ça veut dire les effigies, les chapeaux, les t-shirts, sont déjà disponibles en Allemagne. Donc, pour ceux qui ont besoin, vous me contactez directement comme vous le faites d'habitude. Vous aurez déjà les t-shirts sur vous. J'aurai juste besoin de l'adresse et voilà. Pour le PayPal, ça, on peut acheter directement par PayPal, non, prof? Oui. En fait, avec l'app, ça guide, c'est un guide, ça vous amène directement sur PayPal. Hein, donc, tout est arrangé pour qu'on puisse le faire très facilement. Super. Donc, voilà, vous avez toutes les informations. On peut prendre une dernière question d'un téléspectateur là, avant que le prof ne s'en aille. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va devoir donc dire au revoir au professeur. Merci encore pour l'intervention et le temps qu'on a pu voler de chez vous. Merci beaucoup. Ok, et super. bonne journée. Hein. Bonne journée, prof. Il fait très beau ici. Bonne journée. Mais, ok.